Sarah Montgomery était traitée comme une moins que rien, une erreur que ses beaux-parents comptaient bien effacer. Lors de leur prestigieux gala de charité masquée, la famille a choisi de dépouiller leur belle-fille de sa dignité. Et ce, devant 500 caméras en direct. Ils voulaient briser son esprit, mais ils ont commis une erreur fatale. Ils n'ont pas fait attention à la liste des invités. Tapis dans l'ombre, il n'y avait pas un inconnu. C'était le milliardaire le plus redoutable d'Europe, son père. Voici comment l'empire Montgomery s'est effondré en 45 minutes. Cela prouve que lorsqu'on arrache la robe d'une femme, on peut révéler l'armure à l'épreuve des balles d'une vulove. New York, en novembre. L'air de l'appartement terrasse du 432 Park Avenue sentait les lys hors de prix et le jugement silencieux. Sarah Montgomery, anciennement Sarah Bennett, ajusta le col de son cardigan usé. Elle essayait de se fondre dans les murs beiges. Elle était mariée à Richard Montgomery depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, elle se sentait moins comme une épouse que comme une tache sur une vitre impeccable. « Sarah, pousse-toi de là. Tu bloques la lumière. » La voix appartenait à Beatrice Montgomery, sa belle-mère. Beatrice avait 60 ans, en paraissait 40, et avait un cœur en acier, pressé à froid. Elle dirigeait une équipe de fleuristes pour le prochain gala de la Fondation Montgomery. C'était l'événement phare de la saison mondaine de Manhattan. « Pardon, Beatrice, » murmura Sarah en s'écartant. « C'est Madame Montgomery pour vous, quand nous avons de la compagnie, » lança Beatrice. Elle ne leva pas les yeux de son presse-papier. « Franchement, regarde-toi, à porter ce chiffon alors que les traiteurs sont là. On dirait une domestique. En fait, les domestiques s'habillent mieux. » Richard était assis sur le canapé en velours, faisant défiler son téléphone. Il ne leva pas les yeux. Il ne levait plus jamais les yeux. Quand ils s'étaient rencontrés dans un café de Brooklyn 4 ans plus tôt, Richard était charmant. Il était rebelle, différent de sa famille étouffante. Mais dès qu'ils se sont mariés et qu'il a eu besoin de débloquer son fonds en fiducie, la rébellion s'est évaporée. Maintenant, il n'était qu'un Montgomery de plus, et cruel par-dessus le marché. « Sarah, je n'ai pas de robe. » Beatrice avait dit que je n'avais pas le droit d'acheter quoi que ce soit de neuf, pas avant d'avoir mérité ma place. Mais le gala est une soirée de gala. Beatrice éclata de rire, un son sec et cassant. « Oh, ma chérie, tu n'es pas assise à la table d'honneur. Nous t'avons mise à la table 42. C'est près de l'entrée de la cuisine. Personne ne te verra. Porte ce truc noir que tu avais à l'enterrement l'année dernière. Ça correspond à ta personnalité. » Morte. Sarah sentit la brûlure familière des larmes, mais elle les ravala. Elle avait appris très tôt que les larmes ne faisaient que les nourrir. Il se délectait de sa douleur. Il la détestait parce qu'elle n'était personne. Une orpheline qui avait grandi dans le système de placement familial de l'Ohio. Une serveuse sans pédigré, sans argent et sans relation. Il pensait que Richard s'était marié en dessous de sa condition, souillant ainsi leur lignée. Ce qu'il ne savait pas, ce que Sarah elle-même ignorait jusqu'à il y a 3 jours, c'était la vérité sur ses parents biologiques. Elle toucha la poche de son jean où se trouvait une lettre froissée. Elle venait d'un détective privé qu'elle avait engagé avec l'argent qu'elle gagnait en secret. Elle faisait de la rédaction en freelance en ligne. La lettre affirmait que son père biologique n'était pas un bon à rien de l'Ohio. Elle affirmait qu'il était en vie. Elle affirmait qu'il la cherchait. Mais elle ne pouvait pas se concentrer là-dessus maintenant. Elle devait survivre à cette soirée. « Beatrice, » dit Sarah, la voix tremblante, mais plus forte cette fois. « Je suis la femme de Richard. Je mérite de m'asseoir avec la famille. » Le silence se fit dans la pièce. Les fleuristes arrêtèrent d'arranger les hortensias. Beatrice se tourna lentement, son visage se tordant en un masque de pur venin. « Tu mérites, » siffla Beatrice, en s'approchant pour pointer un doigt manucuré sur la poitrine de Sarah. « Ce que nous te donnons. Tu es une sangsue, Sarah. Une croqueuse de diamants qui a piégé mon fils. Ce soir, le vice-président sera présent. Le PDG de JP Morgan sera là. Tu crois que je veux qu'il te voie? Tu as de la chance qu'on ne t'enferme pas au vestiaire. Richard. » Sarah regarda son mari. « Tu vas la laisser me parler comme ça? » Richard se leva, ajustant sa veste de costume sur mesure. Il regarda sa mère, puis Sarah. « Maman a raison, Sarah. Tu es embarrassante. Reste juste à l'écart ce soir. Et pour l'amour de Dieu, essaye d'avoir l'air d'appartenir à ce quartier pour une fois. » Il sortit. La porte se referma, scellant le destin de Sarah. L'hôtel Pierre. 19 heures.
La salle de bal était un océan de diamants, de velours et de faux sourires. Le gala de la fondation Montgomery battait son plein. Sarah était assise à la table 42, exactement là où Béatrice l'avait dit. Il y avait des courants d'air, juste à côté des portes battantes. Les serveurs s'y engouffraient, avec des plateaux de filets mignons. Elle portait la vieille robe noire. Elle avait essayé de l'accessoiriser avec un simple collier de perles. C'était le seul cadeau que Richard lui ait jamais fait, à l'époque où il prétendait l'aimer. « Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes dans le passage », grogna un serveur en heurtant sa chaise. « Pardon », murmura-t-elle. De son point de vue, elle pouvait voir la table d'honneur. Elle était baignée d'une lumière dorée. Beatrice tenait salon dans une robe argentée scintillante, riant avec le sénateur. Richard était à côté d'elle, son bras drapé autour d'une femme que Sarah reconnut. C'était Caroline Vanderbilt, une débutante, la femme que Beatrice avait toujours voulu que Richard épouse. Il ne se cachait même plus. Soudain, la musique s'arrêta. Le brouhaha cessa. Beatrice se leva au micro sur la scène. « Mesdames et messieurs », annonça Beatrice, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Merci d'être venus. Ce soir, il est question de pureté, il est question d'héritage, il est question d'excellence. Mais avant de commencer la vente aux enchères, nous avons un peu de ménage à faire. » Les yeux de Beatrice balayèrent la salle, se fixant sur la table 42. Sarah sentit une terreur glaciale s'installer dans son estomac. « Nous avons une usurpatrice parmi nous, » dit Beatrice, son sourire devenant prédateur. « Quelqu'un qui pense qu'épouser un Montgomery fait d'elle une Montgomery. Quelqu'un qui a profité de la générosité de ma famille pendant 3 ans. » Les projecteurs pivotèrent. 2 énormes faisceaux de lumière traversèrent la pièce et se posèrent directement sur Sarah. Elle se figea, aveuglée. La salle haleta. Sarah Bennett, ricana Beatrice dans le micro, ou devrais-je dire, la serveuse de l'Ohio. Vous voyez, tout le monde, nous avons récemment découvert que Sarah nous volait. Des vols insignifiants, de l'argenterie, de l'argent dans les portefeuilles. C'est vraiment dégoûtant. C'est un mensonge, cria Sarah en se levant. Mais sa voix se perdit dans la salle caverneuse. « Sécurité », ordonna Beatrice. « Veuillez escorter la voleuse dehors. Mais attendez, nous ne pouvons pas la laisser partir avec des objets volés, n'est-ce pas ?» 2 gardes de sécurité costauds saisirent Sarah par les bras. Elle se débattit, la panique montant dans sa gorge. « Lâchez-moi, Richard. » Richard dit-leur d'arrêter. Elle regarda vers la table d'honneur. Richard sirotait son champagne, détournant délibérément le regard. Caroline Vanderbilt gloussait. « Fouillez-la », ordonna Beatrice. « Juste là, que tout le monde voie à quoi ressemble une criminelle ordinaire. »« Non », cria Sarah, alors qu'un des gardes attrapait brutalement son sac à main et le vidait par terre. Son téléphone, son rouge à lèvres et ses tampons s'éparpillèrent sur le tapis. La foule rit. « Pas seulement le sac à main », dit Beatrice, sa voix baissant en un murmure cruel qui résonna dans les haut-parleurs. Elle pourrait cacher des bijoux sous cette robe. Vérifiez. La salle devint mortellement silencieuse. C'était allé trop loin, même pour les Montgomery. Mais personne ne bougea. Personne ne parla. Les Montgomery étaient trop puissants. Contredire Beatrice était un suicide social. Le garde hésita. « Madame Montgomery, sûrement. J'ai dit de la fouiller, hurla Beatrice. Déshabillez-la s'il le faut. Je veux récupérer ses boucles d'oreilles en diamant. » Le garde tendit la main vers la bretelle de la robe de Sarah. « Ne me touchez pas », sanglota Sarah, en repoussant sa main. La bretelle se déchira. Le tissu glissa sur son épaule, exposant sa bretelle de soutien-gorge et la peau pâle de sa poitrine. Un hoquet collectif parcourut la salle. Des flashs crépitèrent. Les gens prenaient des photos. C'était la fin. Elle était en train d'être déshabillée, humiliée, détruite devant toute la ville. Elle ferma les yeux, souhaitant que le sol s'ouvre, et l'avale tout entière. Ça suffit. La voix ne venait pas de la scène. Elle ne venait pas des gardes. Elle venait du fond de la salle. Elle était profonde, accentuée, et portait un poids qui rendit l'air de la salle de bal instantanément plus lourd. Les doubles portes de l'entrée principale s'ouvrirent en grand. Un homme entra. Il était grand, les cheveux argentés, portant un smoking qui coûtait plus cher qu'une maison américaine moyenne. Il marchait avec une canne, non par fragilité, mais comme une arme. À ses côtés se trouvaient 6 hommes qui ressemblaient moins à des agents de sécurité qu'à des opérateurs des forces spéciales.
L'homme se dirigea droit vers le projecteur, ses yeux fixés sur les gardes qui tenaient Sarah. « Lâchez-la, dit l'homme calmement, ou vous perdrez vos mains. » Béatatrice plissa les yeux contre les lumières. « Pour qui vous prenez-vous? C'est un événement privé. Sécurité. Sortez-le. » L'homme l'ignora. Il atteignit la table 42. Les gardes, sentant un prédateur bien plus dangereux que Béatatrice, lâchèrent immédiatement Sarah. Elle s'affaissa, agrippant sa robe déchirée, tremblant violemment. L'étranger enleva sa veste de smoking. Avec des mains douces, presque révérencieuses, il l'enveloppa autour des épaules tremblantes de Sarah. Elle sentait le cèdre et la pluie. Il la regarda, ses yeux gris acier s'adoucissant d'une émotion qui ressemblait douloureusement à du regret. « Je suis désolé d'être en retard, ma petite, » murmura-t-il. Il se tourna pour faire face à la scène. Il regarda Béatatrice, puis Richard. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Vous avez demandé qui je suis » dit l'homme, sa voix se projetant sans micro, remplissant chaque recoin du pierre. « Mon nom est Stéphane Voulov. » Une rumeur de terreur parcourut la salle. Stéphane Voulov, le loup de Zurich, l'industriel milliardaire qui possédait la moitié des lignes maritimes du monde. Un homme qui renversait des gouvernements pour le sport. Et vous, Stéphane pointa un doigt ganté vers Béatatrice, venez de commettre une très grave erreur. Vous n'avez pas seulement humilié une moins que rien. Vous avez déshabillé la fille de Stéphane Voulov. Sarah leva les yeux, sa vision brouillée par les larmes, la lettre dans sa poche. L'enquête. « Papa !» murmura-t-elle. Stéphane baissa les yeux, une seule larme s'échappant de son œil. « Oui, Sarah, je suis là et je vais réduire leur monde en cendres. » Le silence dans la salle de bal de l'Hôtel Pierre était absolu. 500 membres de l'élite de New York, sénateurs, magnats du pétrole, gourous de la technologie, retenaient leur souffle. L'air crépitait d'une tension si épaisse qu'on aurait dit que les lustres en cristal allaient se briser. Beatrice Montgomery se tenait figée sur scène, sa main agrippant le pied du micro jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son visage, habituellement un masque de fond de teint épais et d'arrogance, se fissurait. Elle connaissait le nom de Stéphane Voulov. Tout le monde le connaissait. Il était le loup de Zurich. Il ne se contentait pas d'acheter des entreprises, il les dévorait. La rumeur disait qu'il avait provoqué l'effondrement de la monnaie argentine dans les années 90 juste pour gagner un pari. Et elle venait d'ordonner que sa fille soit déshabillée. « Vous mentez » finit par suffoquer Béatatrice, bien que sa voix manque de son venin habituel. Elle semblait minuscule et faible. Sarah n'est personne, une orpheline de l'Ohio. Sa mère était une toxicomane qui est morte dans un parc de caravanes. Stéphane Voulov ne cria pas. Il ne se mit pas en colère. Il ajusta simplement la veste de smoking autour des épaules de Sarah, la boutonnant avec le soin d'un père habillant son enfant pour l'école. Il tourna lentement la tête vers la scène. Sa mère, dit Stéphane, sa voix basse mais portant jusqu'au fond de la salle, était Maria Conte, l'amour de ma vie. Elle a été enlevée il y a 26 ans par mes ennemis. On m'a dit qu'elle et le bébé étaient morts. J'ai passé 2 décennies à pleurer un fantôme. Il s'approcha de la scène, sa canne cliquant rythmiquement sur le sol en marbre. Clic, clic, clic. On aurait dit un compte à rebours. J'ai découvert la vérité il y a 3 jours. J'ai pris l'avion immédiatement. Et que trouvai-je? Stéphane fit un geste vers Sarah, qui essuyait le mascara de ses joues, se tenant droite malgré ses tremblements. Je trouve ma fille mariée à un lâche et asservie par une harpie. Attendez une minute. Richard Montgomery retrouva soudain sa voix. Il se précipita de la table d'honneur, réalisant l'enjeu de la situation. Si Sarah était une Voulov, elle valait des milliards. La Fondation Montgomery avait actuellement 3 mois de retard sur ses paiements de prêt. Il devait pivoter rapidement. Richard descendit les marches de la scène, bousculant un serveur. Il s'approcha de Sarah avec un large sourire désespéré, les mains levées en signe d'apaisement. « Sarah, bébé, » dit Richard en sueur. « Écoute, c'est un malentendu. Maman était juste stressée. On faisait un sketch pour la charité. Une scénette, n'est-ce pas? C'était une blague. » Il tendit la main pour toucher le bras de Sarah. « Allez, chérie, rentrons à la maison. On peut en parler. » Avant que ses doigts ne puissent effleurer le tissu de la veste de Stéphane, la canne de Stéphane bougea. Ce fut un éclair de mouvement. La lourde poignée en argent de la canne s'abattit sur le poignet de Richard. Crac! Ah!
cria Richard, se tenant la main, tombant à genoux. Il m'a cassé le poignet. Sécurité. Arrêtez-le. Touche-la encore, dit Stéphane, regardant son gendre avec l'indifférence froide d'un homme observant un insecte. Et je te casserai l'autre. Les gardes de sécurité, qui avaient auparavant malmené Sarah, reculèrent, les mains levées. Ils n'étaient pas assez payés pour combattre l'armée privée d'un milliardaire. Les 6 gardes de Stéphane avaient déjà silencieusement sécurisé le périmètre de la pièce, leurs mains planant près de leur veste. Béatrice hurla depuis la scène. « Appelez la police, c'est une agression. »« Cet homme est un fou. S'il vous plaît, appelez la police, » dit calmement Stéphane. Il sortit de sa poche un téléphone noir élégant. « En fait, je l'ai déjà fait, mais ils ne viennent pas pour moi, Madame Montgomery. » Des sirènes commencèrent à retentir à l'extérieur, de plus en plus fortes chaque seconde. Des lumières bleues et rouges clignotèrent contre les fenêtres de la salle de bal. « Vous avez accusé ma fille de vol, » dit Stéphane. « Diffamation publique. Ensuite, vous avez ordonné à vos employés de l'agresser sexuellement en lui retirant de force ses vêtements dans un lieu public. Il y a 500 témoins. Il y a des caméras. » Il désigna un caméraman d'une chaîne de télévision locale qui avait été engagé pour couvrir le gala. Le caméraman filmait toujours, zoomant sur le visage terrifié de Béatrice. « Nous porterons plainte, » continua Stéphane, « pour agression, coups et blessures, détresse émotionnelle et diffamation. Mais ça, c'est la partie ennuyeuse. C'est pour les avocats. » Stéphane se dirigea vers Sarah, lui offrant son bras. « Viens, ma petite. L'air ici est toxique. » Sarah regarda Richard, qui gémissait par terre, berçant son poignet cassé. Elle regarda Caroline Vanderbilt, qui s'était discrètement éclipsée de la table pour se distancier du scandale. Elle regarda Béatrice, qui tremblait de rage et de peur sur la scène. Pour la première fois en 3 ans, Sarah ne se sentit pas petite. Elle sentit la chaleur lourde de la veste de smoking. Elle sentit la présence solide du père dont elle avait rêvé depuis qu'elle était une petite fille en foyer d'accueil. « Richard », dit doucement Sarah. Richard leva les yeux, l'espoir dans le regard. « Sarah, dis-lui. Dis-lui que nous sommes mariés. Dis-lui que tu m'aimes. » Sarah le regarda un long moment. Puis elle fit lentement glisser l'alliance de son doigt. C'était une bague modeste. Béatrice l'avait choisie, disant qu'un gros diamant aurait l'air vulgaire sur la main de Sarah. Elle laissa tomber la bague. Elle rebondit sur le tapis et roula pour s'arrêter près du genou de Richard. « Je veux le divorce, » dit-elle. Sa voix était claire. « Et je veux récupérer mon nom de famille. » Stéphane sourit, un sourire de loup terrifiant. « Excellent choix. » Il se tourna vers la foule, élevant la voix une dernière fois. « Profitez de votre dîner, tout le monde. Je vous suggère de manger rapidement, car dès demain matin, quiconque est associé à la Fondation Montgomery aura beaucoup de mal à faire des affaires dans cette ville. Je vous conseille de revoir vos alliances. » Sur ce, Stéphane Voulov emmena sa fille hors de la salle de bal. Les doubles portes se refermèrent derrière eux, laissant la dynastie Montgomery en ruine, au milieu de l'odeur de filet mignon et de peur. La limousine était plus longue que l'appartement que Sarah avait partagé avec Richard. Elle glissait dans les rues de Manhattan comme un requin noir. À l'intérieur, c'était calme, à l'exception du doux bourdonnement du moteur et du tintement du cristal. Sarah était assise sur le siège en cuir moelleux, frissonnant. L'adrénaline s'estompait, remplacée par un épuisement profond. Elle serrait les revers de la veste de Stéphane contre sa poitrine. Stéphane était assis en face d'elle. Il ne l'avait pas quitté des yeux depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel. Il versa un verre de liquide ambré d'une carafe et le lui tendit. « Du brandy », dit-il doucement. « Ça arrêtera les tremblements. Bois. » Sarah prit le verre avec des mains tremblantes. Elle prit une gorgée. Le liquide brûla agréablement, la ramenant à la réalité. « C'est vrai ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu es vraiment... » « Je le suis, » dit Stéphane. Il sortit de la poche de son gilet une photographie usée et froissée. Il la lui tendit. C'était un Polaroid de la fin des années 90. On y voyait un Stéphane plus jeune, sur un balcon surplombant le lac de Côme, ses bras enroulés autour d'une femme rieuse aux cheveux bouclés foncés et aux yeux verts brillants. Sarah allaita. La femme avait son nez, son menton, ses yeux. Maria, dit doucement Stéphane, elle était artiste. Nous nous sommes rencontrés à Florence. Ma famille, les Voulov. Nous avons des ennemis, des rivaux commerciaux dangereux.
J'ai essayé de la garder secrète, mais ils l'ont trouvée. Quand elle a disparu, ils m'ont envoyé une preuve de sa mort. Un faux certificat de décès. De faux rapports de police. Je me suis effondré. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Il se pencha en avant, son visage marqué par la douleur. Elle leur a échappé, Sarah. Mais elle avait peur de me contacter. Elle pensait que je l'avais abandonnée. Elle a fui en Amérique, a changé de nom et s'est cachée dans l'Ohio. Elle est morte en couche. L'État t'a prise en charge. Je ne l'ai découvert que parce que la requête de ton détective privé a déclenché une recherche par mots-clés dans mon système de sécurité. Sarah passa son pouce sur le visage de la femme sur la photo. Toutes ces années à souhaiter une famille, à se croire un déchet indésirable. Et pendant tout ce temps, elle était la fille perdue d'un roi. Pourquoi était-il si cruel? Demanda Sarah, les larmes coulant à nouveau. Béatatrice, Richard, j'ai tellement essayé d'être bonne. Je cuisinais, je nettoyais. Je restais silencieuse. Pourquoi me détestait-il autant? L'expression de Stéphane se durcit. La tristesse disparut, remplacée par l'acier qui faisait de lui l'homme d'affaires le plus redouté d'Europe. Parce que, mon enfant, ils sont faibles. Les gens faibles ont besoin d'écraser les autres pour se sentir grands. Ils ont vu ta gentillesse et l'ont prise pour un manque de caractère. Ils ont vu ta pauvreté et l'ont prise pour un manque de valeur. Il tapa sa canne sur le sol de la limousine. Mais tu es une veuve. Nous ne pleurons pas sur les opinions des moutons. Nous les tondons. La limousine s'arrêta à une entrée privée de l'hôtel Plaza. Stéphane l'escorta dans un ascenseur privé qui s'ouvrait directement sur la suite royale. C'était un palais dans le ciel. Feuilles d'or, velours et une vue sur Central Park qui coûtait 50 000 $ la nuit. Une équipe de personnes attendait. Un médecin, un styliste et un homme en costume gris impeccable tenant une mallette. « Vérifiez si elle a des blessures », ordonna Stéphane au médecin. « Documentez tout, chaque échymose, chaque égratignure. Nous en aurons besoin pour le dossier. » Pendant que le médecin examinait le bras de Sarah là où le garde l'avait saisi, Stéphane se versa un verre et fit signe à l'homme en costume gris. « Sarah, voici Arthur Sterling, » dit Stéphane. « Il est mon conseiller personnel. C'est le meilleur avocat de New York, principalement parce qu'il n'a pas d'âme. » Arthur sourit finement. « Un plaisir, Madame Vuloff, ou devrais-je dire Madame Bennett pour l'instant. »« Vuloff » dit Sarah, surprise par la force de sa propre voix. Le médecin finit de panser une petite coupure sur son épaule. Elle se leva, se dirigeant vers le miroir du sol au plafond. Elle se regarda. La robe noire déchirée pendait sur elle comme un chiffon. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage était maculé. Mais derrière le désordre, elle vit quelque chose de nouveau. Elle vit le feu de Maria. Elle vit l'acier de Stéphane. Elle se tourna vers Arthur. « À quelle vitesse pouvons-nous les détruire ?» Arthur haussa un sourcil, regardant Stéphane. Stéphane hocha la tête, la fierté rayonnant dans ses yeux. « Financièrement ?» demanda Arthur en ouvrant sa mallette. « Richard Montgomery a un fonds en fiducie qui verse des mensualités, mais il l'a fortement mis à profit pour payer des dettes de jeu et l'appartement de sa maîtresse à Soho. Beatrice Montgomery dirige la fondation, mais la fondation est essentiellement une société écran utilisée pour l'évasion fiscale. Ils sont à court de liquidités et riches en actifs. « Pas pour longtemps, » interrompit Stéphane. « Arthur, parle-lui de la banque. » Arthur eut un sourire narquois. « Il y a 3 heures, pendant que vous vous prépariez pour le gala, M. Vulov a acheté une participation majoritaire dans la First City Heritage Bank. » Sarah fronça les sourcils. « C'est la banque que les Montgomery utilisent. »« Correct, » dit Arthur. « Ils ont une ligne de crédit de 40 millions de dollars avec cette banque. C'est ce qui finance leur style de vie, leur gala, leur maison des Hamptons. Habituellement, la banque renouvelle le prêt chaque année sans poser de questions. » Arthur sortit un document de son dossier. Il y a une clause dans leur contrat de prêt. Section 4, paragraphe B, la clause de turpitude morale. Elle stipule que si les emprunteurs adoptent un comportement public qui nuit à la réputation de la banque a le droit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Le gala. « Exactement, » dit Stéphane, venant se tenir à côté d'elle. « Déshabiller une femme en direct, c'est très mauvais pour les affaires. Arthur va exiger le remboursement du prêt à 9 heures du matin, demain. Ils n'ont pas 40 millions de dollars en liquide, dit Sarah. Ils ont tout dépensé en apparence. Alors nous saisissons, dit simplement Stéphane.
Nous prenons la maison de ville. Nous prenons le domaine des Hamptons. Nous prenons les voitures. Nous prenons les bijoux que Béatrice portait ce soir. Sarah sentit une vague de satisfaction glaciale. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était la justice. Mais ce n'est que le début, dit Stéphane. Je ne veux pas seulement qu'il soit pauvre, Sarah. Je veux qu'il ressente ce que tu as ressenti. Je les veux isolés. Je veux qu'ils soient ceux avec qui personne ne veut s'asseoir. Il se tourna vers Sarah. Demain, tu vas faire du shopping. Tu achèteras une nouvelle garde-robe. Tu iras chez le coiffeur. Tu auras l'air de l'héritière que tu es. Et ensuite, nous rendrons visite au bureau de Richard. Pourquoi? Demanda Sarah. Parce que, sourit Stéphane, j'ai aussi acheté l'immeuble que sa société loue. Et je pense que le loyer est sur le point d'augmenter. Sarah se regarda de nouveau dans le miroir. Elle essuya la dernière larme de sa joue. La jeune fille timide de l'Ohio avait disparu. À sa place se tenait Sarah Voulov, et elle était prête pour la guerre. « Faisons-le, dit-elle. Mais je veux une chose. N'importe quoi, dit Stéphane. Béatrice aime son statut social plus que sa vie, dit Sarah, sa voix baissant. Le gala devait être son triomphe. Je veux organiser ma propre fête dans une semaine, et je veux inviter tous ceux qui étaient là ce soir. Je veux voir s'ils la choisissent, elle ou la fille de Stéphane Voulov. Stéphane éclata de rire. Un son profond et retentissant. « Oh, tu es définitivement ma fille. Considère que c'est fait. Upper East Side, la maison de ville des Montgomery. 8 heures du matin. Béatrice Montgomery se réveilla avec un son qu'elle n'avait jamais entendu de sa vie. Le silence d'un téléphone qui ne sonne pas. Habituellement, le matin après le gala, son téléphone explosait de félicitations. Les chroniqueurs mondains la suppliaient pour des citations et les amis potinaient sur qui portait quoi. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Elle s'assit, la tête lui battant à cause de la bouteille de vin qu'elle avait bu après s'être échappée du Pierre. Elle attrapa son iPad. Elle alla sur le site du New York Post. Son cœur s'arrêta. Le titre ne parlait pas de la charité. Il ne parlait pas du vice-président. Argent, malveillance et la mafia. La famille Montgomery déshabille une héritière milliardaire. La photo était en haute définition. Elle montrait le moment exact où la bretelle de la robe de Sarah s'était déchirée. Le visage de Béatrice en arrière-plan, tordu dans un grognement qui paraissait démoniaque sous les lumières de la scène. À côté, il y avait une photo côte à côte de Stéphane Voulov, ressemblant à un dieu vengeur. « Non !» murmura Béatrice. « Ça ne peut pas arriver. » Elle entendit un fracas en bas. Elle enfila sa robe de chambre en soie et descendit l'escalier en colimaçon. Richard était dans le hall, faisant les 100 pas. La porte d'entrée était ouverte. 2 hommes en coupe-vent bleu emportaient l'horloge de grand-père antique qui était dans la famille depuis 4 générations. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurla Béatrice. « Posez ça! Richard, arrêtez-les !» Richard regarda sa mère avec des yeux fous et injectés de sang. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. « Je ne peux pas, maman. C'est la banque. »« La banque ?» Béatrice s'avança vers les déménageurs. « Sortez de ma maison. Savez-vous qui je suis ?» Un homme en costume impeccable entra depuis le porche. C'était Arthur Sterling, l'avocat de Stéphane. Il tenait un presse-papier. « Bonjour, Madame Montgomery, » dit joyeusement Arthur. « Nous savons exactement qui vous êtes. Vous êtes la débitrice qui a manqué à la clause de turpitude morale de votre contrat de prêt à 9h01 ce matin. »« Manqué ?» cracha Béatrice. « Nous avons 30 jours pour remédier à un défaut. Pas pour une violation de comportement, » corrigea Arthur en tapotant le papier. « Accélération immédiate de la dette. Vous devez à la First City Heritage Bank 42 millions de dollars. Comme vous n'avez pas l'argent, nous exerçons notre droit de saisir les garanties. L'horloge part, les œuvres d'art partent, et Arthur regarda autour du hall. Nous prendrons aussi la Bentley dans l'allée. Richard, hurla Béatrice. Fais quelque chose. J'ai essayé, cria Richard en retour, sa voix se brisant. J'ai appelé le directeur de la banque. Il n'a pas voulu prendre mon appel. Il a dit que le nouveau propriétaire de la banque avait donné des instructions spécifiques. Nouveau propriétaire? Béatrice devint pâle. Stéphane Voulov, dit Arthur en regardant sa montre. Il a acheté la banque hier. Il a aussi racheté votre dette. En fait, vous vivez dans la maison de M. Voulov. Il vous autorise à rester ici pour, voyons voir, 3 jours de plus. Juste assez de temps pour faire vos valises. Le téléphone de Richard vibra.
Il le regarda et son visage devint gris. « C'est le cabinet, » murmura Richard. « Les associés. Ils tiennent une réunion d'urgence. Vas-y, le poussa Béatrice. Va arranger ça. Si tu perds ton emploi, nous n'avons plus de revenus. Midtown Manhattan, Sterling and Company, fonds spéculatifs. 10 heures du matin. » Richard fit éruption dans le bureau aux parois de verre de l'associé principal. Il ignora à peine la secrétaire qui tentait de l'arrêter. Il portait le même costume que la veille, froissé, et sentant le champagne éventé. « Bill, il faut qu'on parle, » dit Richard en entrant de force. « La presse exagère tout ça. Sarah elle est instable. Je peux arranger ça. » Bill, un homme corpulent qui avait été le mentor de Richard, ne leva pas les yeux de son bureau. Il rangeait des photos dans une boîte en carton. « Il n'y a rien à arranger, Richard, » dit Bill calmement. « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une dispute domestique. » « Ça n'a rien à voir avec le fond. » Bill désigna la télévision fixée au mur. Elle était réglée sur CNBC. Le bandeau en bas de l'écran indiquait « Volkov Industries retire un contrat de gestion d'actifs de 500 millions de dollars à Sterling & Co. » Richard sentit le sang quitter ses jambes. « Il a retiré son argent? » « Il a appelé à 6 heures du matin, » dit Bill, regardant enfin Richard avec dégoût. « Il a dit qu'il refusait de faire des affaires avec un cabinet qui emploie un homme qui bat les femmes. Il nous a donné un ultimatum. Renvoyer Richard Montgomery ou Volkov Industries nous détruit. » Bill referma la boîte d'un coup sec. « C'est fini pour toi, Richard. La sécurité attend pour t'escorter dehors. Ta carte d'accès a été désactivée. Tu ne peux pas faire ça, cria Richard. J'ai apporté le compte Vanderbilt. Caroline Vanderbilt a appelé il y a 10 minutes, ajouta Bill. Elle a déplacé son portefeuille chez JP Morgan. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être associée à des déchets. Dehors. Richard sortit du bureau en titubant. Tout le parquet de la salle des marchés se tut à son passage. Les gens qui avaient pris un verre avec lui la semaine dernière lui tournaient le dos. Il était radioactif. Il atteignit l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur le bouton. Quand les portes s'ouvrirent, il se figea. À l'intérieur de l'ascenseur se trouvaient Stéphane Voulov et Sarah. Sarah était à couper le souffle. Elle portait un tailleur pantalon de couleur crème qui lui allait parfaitement, ses cheveux coiffés en vagues souples. Elle ne ressemblait en rien à la souris qu'il avait ignorée pendant 3 ans. Elle avait l'air chère, elle avait l'air dangereuse. « Vous descendez ?» demanda Stéphane, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Richard recula, mais la porte resta ouverte. « Sarah » croissa-t-il. « Sarah, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. » Ils m'ont viré. Ils ont pris la maison. Nous n'avons plus rien. Sarah sortit de l'ascenseur, forçant Richard à reculer dans le couloir. Elle se tint face à lui. Elle portait des talons, ce qui la mettait presque à sa hauteur. « Tu avais tout, Richard, » dit Sarah, la voix ferme. « Tu avais une femme qui t'adorait. Tu avais une maison. Mais tu as tout échangé contre l'approbation de ta mère et une débutante qui vient de te larguer. Je peux changer, plaida Richard, tendant la main vers elle. Je t'aime encore. On peut arranger ça. Je tiendrai tête à ma mère, je te le promets. » Sarah regarda sa main. La main qui n'avait pas réussi à la protéger. « Tu ne perds pas ton emploi à cause de ta mère, Richard, » dit froidement Sarah. « Tu le perds parce que tu es un mauvais investissement. Et j'ai fini de jeter le bon argent après le mauvais. » Stéphane s'avança, tendant à Richard une seule enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Richard, les mains tremblantes. « Les papiers du divorce, » dit Stéphane. « Et un avis d'expulsion pour ton appartement à Soho. Celui que tu gardes pour tes activités extrascolaires. J'ai acheté cet immeuble ce matin aussi. » Sarah appuya sur le bouton de l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle vit Richard glisser le long du mur, enfouissant son visage dans ses mains. Elle attendit que la culpabilité la frappe. Elle ne vint pas. Tout ce qu'elle sentit, c'est qu'elle était plus légère. 2 jours plus tard, la chute des Montgomery fut l'effondrement le plus rapide de l'histoire de New York. Elle séjournait actuellement dans une suite d'un hôtel de milieu de gamme près de l'aéroport. C'était le seul endroit qui acceptait sa carte de crédit avant qu'elle ne soit inévitablement refusée. Elle était assise sur le lit rigide, entourée de bagages Louis Vuitton qu'elle devrait bientôt vendre sur eBay. Elle prit son téléphone. Il lui restait une carte à jouer, le cercle social, les dames de New York. Elle avait été la présidente du comité pendant 10 ans. Ses amis la soutiendraient sûrement. Elle savait à quel point elle était importante.
Elle composa le numéro de Margaret Kensington, sa plus vieille amie. « Allô » répondit Margaret, la voix méfiante. « Margaret, ma chérie, c'est Béatrice. Écoute, tout ça est un terrible malentendu. Ce mafieux russe a lavé le cerveau de tout le monde. J'organise un brunch chez Lukaku demain pour tout expliquer et organiser une contre-déclaration. J'ai besoin que tu co-animes. » Il y eut un long silence gênant. « Béatrice, dit lentement Margaret, je ne peux pas. »« Comment ça, tu ne peux pas? Tu es ma vice-présidente. Je suis la présidente maintenant. »« En fait, dit Margaret, le conseil a voté ce matin. Nous t'avons démise de tes fonctions, Béatrice. À l'unanimité. Espèce de traîtresse à l'État Béatrice. Nous avons une réputation à défendre, lança Margaret. Et honnêtement, Béatrice, nous ne t'avons jamais vraiment aimé. Tu as toujours été si désespérée. Et maintenant que tu es pauvre, tu es juste ennuyeuse. N'appelle plus ce numéro. La ligne se coupa. Béatrice jeta le téléphone à travers la pièce. Il se brisa contre le mur. 5e avenue, Bergdorf Goodman. Pendant que Béatrice hurlait dans une chambre d'hôtel, Sarah se trouvait dans la suite de shopping privée de Bergdorf Goodman. Stéphane était assis dans un fauteuil en velours, sirotant un expresso, regardant sa fille se transformer. Sarah sortit de la cabine d'essayage, vêtue d'une robe de soie bleu nuit. Elle était structurée, élégante et royale. C'était une robe faite pour une reine, pas pour une victime. « Elle est magnifique », murmura Sarah en se regardant dans le miroir. « Mais elle coûte 12 000 $. Papa, je ne peux pas. C'est trop. » Stéphane se leva et s'approcha d'elle. « Sarah, l'argent est un outil. Pour les Montgomery, c'était un bouclier pour cacher leur laideur. Pour nous, c'est une épée. Tu dois avoir l'air à la hauteur. Ce soir, nous faisons tes débuts. »« Ce soir ?» demanda Sarah. « Le bal de bienvenue des Voulove, » annonça Stéphane. « Nous avons loué le Metropolitan Museum of Art. » La mâchoire de Sarah tomba. « Le Met, ça prend des mois à réserver. »« Pas quand on fait don d'une nouvelle aile au musée, » fit un clin d'œil Stéphane. « Les invitations sont parties ce matin. Elles sont en feuilles d'or massif de 24 carats. Tous ceux qui comptent à New York en ont reçu une. »« Est-ce qu'ils en ont reçu une ?» demanda Sarah. « Pas encore, » dit sombrement Stéphane. « J'ai prévu une livraison spéciale pour eux. » La rue. Richard marchait sur la 5e avenue. Il avait vendu sa Rolex pour payer un avocat, mais l'avocat l'avait renvoyé de son bureau en riant une fois qu'il avait vu les preuves que Stéphane avait compilées. Richard vit un visage familier sortir d'un salon de coiffure. C'était Caroline Vanderbilt. Elle avait l'air impeccable, tenant un sac de course. « Caroline. » Richard la rejoignit en trottinant. « Caroline. » « Attends. » Caroline s'arrêta. Elle le toisa de haut en bas, son nez se plissant comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Richard, » dit-elle sèchement, « tu as l'air terrible. J'ai besoin d'aide, Caroline. J'ai besoin d'un endroit où rester. Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que les liquidations soient terminées. Tu sais que je suis solvable. » Caroline rit. « Solvable. Richard, tu es toxique. Mon père a dit que s'il me voyait avec toi, il me couperait les vivres. Tu es un paria. » Elle sortit une enveloppe de son sac. Elle était dorée et scintillante. « Regarde ça. » Le narguait-elle en agitant l'invitation. « La fête de Sarah au Met. Tout le monde y va. La rumeur dit que Bruno Mars donnera un concert privé. Et devine qui n'est pas invité. » Elle tapota l'enveloppe contre la poitrine de Richard. « Rentre chez ta mère, Richard. C'est la seule femme qui voudra de toi maintenant. » Caroline héla un taxi et partit à toute vitesse, laissant Richard seul sur le trottoir. Les passants le dévisageaient. Quelqu'un prit une photo de lui. Il réalisa avec horreur qu'il était en train de devenir un mème. L'hôtel de l'aéroport. 18 heures. La chambre était sombre. Béatrice et Richard étaient assis en silence. Ils avaient commandé le service en chambre, mais leur carte avait été refusée. Alors ils mangeaient des crackers de distributeur automatique. « Nous devons quitter la ville, » dit Richard, la tête dans les mains. « Déménager dans le Midwest. Changer nos noms. C'est fini, maman. Je ne vivrai pas dans l'Ohio, » siffla Béatrice. « Je suis une Montgomery. Nous avons fondé cette ville. Nous devons 40 millions de dollars à cette ville, » cria Richard en retour. « C'est fini. » On frappa à la porte, les interrompant. Ils sursautèrent tous les deux. « Le service en chambre ?» demanda Béatrice avec espoir. Richard ouvrit la porte. Il n'y avait personne. Juste une petite boîte noire élégante posée sur le tapis du couloir.
Richard la ramassa et l'apporta à l'intérieur. Béatrice la lui arracha des mains. « C'est de Van Cleef & Arpels », murmura-t-elle, reconnaissant la marque de la boîte. Ses yeux s'illuminèrent. Peut-être que c'est une offre de règlement. Peut-être qu'ils veulent acheter notre silence. Elle déchira la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait un morceau de carton épais plié et une clé USB. Béatrice déplia la carte. « Au Montgomery, vous êtes cordialement invité au Metropolitan Museum of Art ce soir à 20h. Nous avons une dernière affaire à discuter. Si vous venez, nous envisagerons d'annuler la dette. Si vous ne venez pas, je transmettrai le contenu de cette clé au FBI. Off Vulov. » « La dette ?» souffla Richard. « Il annulera la dette. C'est 40 millions de dollars. Nous serions libres. »« Qu'y a-t-il sur la clé ?» demanda Béatrice, les mains tremblantes. « Est-ce que ça a de l'importance ?» dit Richard. « Si nous y allons, nous repartons à zéro. Nous pouvons tout recommencer. » Béatrice regarda l'invitation. Sa vanité commença à refaire surface. Il veut un accord. Il a réalisé qu'il est allé trop loin. Il a peur d'un procès. C'est ça. Il veut nous dédommager publiquement pour sauver la face. Elle se leva, lissant sa robe froissée. Nous devons y aller, mais nous ne pouvons pas avoir l'air de ça. Maman, nous n'avons pas de vêtements. Les déménageurs ont tout pris. Béatrice courut vers le placard. J'ai caché une housse à vêtements dans le double fond de la malle. Ils l'ont manqué. Elle sortit une robe. Ce n'était pas son argenté ou son doré habituel. C'était une robe rouge criarde et voyante qu'elle avait achetée des années auparavant et jamais portée parce qu'elle était trop tape à l'œil. Maintenant, c'était tout ce qu'elle avait. « Mets ton smoking, Richard, » ordonna-t-elle. « C'est lui que tu portes. Fais-le défroisser à la vapeur dans la douche. Nous allons au Met. »« Maman, ça sent le piège, » dit Richard en hésitant. « Ce n'est pas un piège, idiot, » lança Béatrice. « C'est une négociation, et je ne perds jamais une négociation. Le Metropolitan Museum of Art. » 19h45. Le tapis rouge était drapé sur les marches emblématiques du Met. Les paparazzis bordaient les barrières sur 5 rangs. Les flashs étaient aveuglants. Les limousines arrivaient une par une. Le maire sortit. Le gouverneur, des stars d'Hollywood, des milliardaires de la tech. Ils montèrent tous les marches, tenant leurs invitations en or. À l'intérieur, le grand hall avait été transformé en jardin d'hiver. Des roses blanches, des milliers, pendaient du plafond. Un orchestre à cordes jouait doucement. Stéphane et Sarah se tenaient en haut du grand escalier, accueillant les invités. Sarah portait la robe bleu nuit. Elle portait un collier de saphir et de diamants que Stéphane avait acheté de la collection des joyaux de la couronne russe. Elle avait l'air intouchable. « Tu es prête ?» demanda doucement Stéphane en se penchant. « Oui, » dit Sarah. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur, d'anticipation. « Ils viennent d'arriver », murmura Arthur Sterling, apparaissant à côté d'eux. Ils sont en bas des marches. La presse les dévore. Dehors, au Met, Béatrice et Richard sortirent de leur Uber, un Uber X, ce qui était déjà assez humiliant. Dès qu'ils foulèrent le tapis rouge, l'ambiance changea. Les paparazzis ne criaient pas « Béatrice, par ici !» comme avant. Ils posaient des questions. « Béatrice, est-il vrai que vous êtes en faillite ?»« Richard, l'avez-vous vraiment frappé ?»« Madame Montgomery, pourquoi portez-vous du rouge de la saison dernière ?» Béatrice garda la tête haute, agrippant le bras de Richard si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. « Souris, » siffla-t-elle. « Montre-leur que nous ne sommes pas dérangés. » Ils montèrent les escaliers. Le garde de sécurité en haut, un homme massif avec une oreillette, les arrêta. « Invitation. » Béatrice présenta la carte noire. Le garde la scanna. Il les regarda avec une expression étrange, presque de la pitié. « Entrez, on vous attend. » Ils franchirent les lourdes portes. Le bruit de la rue s'estompa, remplacé par le son des violons. Le grand hall était bondé. Quand Béatrice et Richard entrèrent, un silence tomba sur la salle. Il commença près de la porte et se propagea comme une vague, jusqu'à ce que toute l'immense salle soit silencieuse. 500 têtes se tournèrent. Béatrice sourit, saluant des gens qu'elle connaissait. « Margaret, Caroline, si heureuse de vous voir. » Personne ne répondit à son salut. Ils la fixaient. Ils chuchotaient derrière leurs mains. Le sourire de Béatrice vacilla. Elle leva les yeux vers le grand escalier. Là, se tenant comme des rois, se trouvaient Stéphane et Sarah. Stéphane leva son verre.
Le son d'une cuillère tapant sur du cristal résonna dans la salle silencieuse. « Mesdames et messieurs », la voix de Stéphane retentit. « Merci d'être venu célébrer ma fille, Sarah Vulov. » Les applaudissements tonnèrent. Sarah sourit, un sourire sincère et radieux. « Mais, » continua Stéphane, levant une main pour demander le silence, « nous avons deux invités non désirés, ou plutôt des invités conviés dans un but très précis. » Il désigna Béatrice et Richard en bas. La foule s'écarta, les laissant isolés au centre de la piste dans leurs vêtements froissés, une tache rouge et un costume débraillé, dans un océan de perfection. « Béatrice Montgomery, » dit Stéphane, « vous êtes venue ici pour un accord. Vous voulez que votre dette soit annulée? »« Oui, » s'écria Béatrice, sa voix résonnant désespérément. « Nous voulons un accord. »« Très bien, » dit Stéphane. « Je suis un homme de parole. J'annulerai la dette. Mais d'abord, nous devons regarder un court-métrage. Considérez-le comme la garantie. » Stéphane fit un geste vers l'immense écran de projection qui avait été installé derrière le temple de Dendur. « Non, » murmura Richard. La clé. L'écran s'anima. Ce n'était pas la vidéo du gala. C'était une vidéo granuleuse en noir et blanc. Elle était datée d'il y a 26 ans. Elle montrait une Béatrice Montgomery plus jeune, tendant une épaisse enveloppe d'argent à un homme à l'air louche dans un parking souterrain. Le son crépitait, mais les voix étaient claires. « Assurez-vous que Maria Conte disparaisse », disait la voix de Béatrice sur l'enregistrement. « Mon mari a eu une liaison avec elle. Si ce bébé naît, il menace l'héritage de mon fils. Je veux qu'il disparaisse. Je me fiche de la manière. » La salle haleta, un son collectif d'horreur qui fit trembler les murs. Sarah se figea. Elle regarda l'écran, puis son père. Le visage de Stéphane était un masque de pure fureur froide. Ce n'étaient pas des ennemis au hasard qui avaient chassé Maria. Ce n'étaient pas des rivaux commerciaux. C'était Béatrice. Béatrice avait engagé le tueur à gages qui avait forcé la mère de Sarah à se cacher. Béatrice était la cause du fait que Sarah était orpheline. Béatrice se tenait au centre de la salle, le visage blanc comme un linge. C'est un faux. Un deepfake. C'est de l'intelligence artificielle. Il a été enregistré par votre propre détective privé, dit Stéphane, sa voix tremblant de rage contenue. Il l'a gardé comme assurance, et j'ai acheté son silence pour bien plus que ce que vous l'avez payé. Stéphane regarda la foule. Elle n'a pas seulement harcelé ma fille. Elle a essayé de la faire tuer avant même sa naissance. Des sirènes retentirent à l'extérieur. Cette fois, elle venait pour la mise à mort. Sarah descendit lentement les escaliers. La foule s'écarta pour elle comme la mer Rouge. Elle marcha jusqu'à se tenir à quelques centimètres de Béatrice. Béatrice tremblait. Elle avait l'air petite, vieille et pathétique. « Tu savais » murmura Sarah. « Quand j'ai épousé Richard, est-ce que tu savais ?»« Je m'en doutais » gémit Béatrice. « Tu lui ressembles tellement. Comme cette Maria. Je t'ai détesté dès que je t'ai vue. » Sarah leva la main. Béatrice tressaillit, s'attendant à une gifle, mais Sarah ne la gifla pas. Elle se pencha près d'elle pour que seule Béatrice puisse l'entendre. « Je ne vais pas te frapper, Béatrice. Ce serait trop facile. Je vais te laisser vivre. Tu vas vivre dans une cellule avec rien d'autre que tes souvenirs du temps où tu comptais. Et pour toi, c'est un sort pire que la mort. » Les portes s'ouvrirent en grand. Les agents du FBI envahirent la pièce. « Béatrice Montgomery » cria un agent. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot, en vue de commettre un meurtre et racket. » Alors que les menottes se refermaient sur les poignets de Béatrice, elle regarda Richard. « Richard, aide-moi. » Richard recula, les mains levées. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » Il regarda Sarah, des larmes coulant sur son visage. « Sarah, s'il te plaît. » Sarah lui tourna le dos. Elle leva les yeux vers son père, qui l'attendait les bras ouverts. Elle remonta les escaliers, laissant les Montgomery au loup. 6 mois plus tard, le centre correctionnel de Manhattan est un contraste saisissant avec l'hôtel Pierre. Il n'y a pas de lustre, pas de champagne et certainement pas de pitié. Béatrice Montgomery était assise sur la couchette en métal froid de sa cellule. Ses cheveux, autrefois teints d'un riche châtain et brouchés chaque semaine au salon Julian Farrell, étaient maintenant gris et clairsemés. Sa peau était blafarde. Elle portait une combinaison qui lui grattait la peau, un mélange de polyester orange qui sentait le détergent industriel. Le garde frappa au barreau. « Montgomery, vous avez une visite. » Le cœur de Béatrice bondit. « Richard,
Avait-il enfin trouvé un avocat? Avait-il trouvé une faille? Elle fut conduite dans la salle des visites, les poignets menottés. Elle s'assit derrière la épaisse vitre de séparation. Ce n'était pas Richard. Sarah était assise de l'autre côté. Elle était radieuse. Elle portait un simple chemisier blanc et un jean, mais à son poignet se trouvait une montre Patek Philippe qui coûtait plus cher que tout le bloc pénitentiaire. Elle avait l'air en bonne santé, dynamique et en paix. Béatrice attrapa le combiné du téléphone. « Toi, cracha-t-elle, bien que le combat ait presque disparu de sa voix. Tu es venu te vanter, c'est ça? Tu veux voir l'animal en cage ?» Sarah prit calmement son téléphone. « Non, Béatrice, je ne suis pas venu me vanter. Je suis venu te donner des nouvelles de tes biens. Comme tu purges une peine de 25 ans pour complot en vue de commettre un meurtre, tu ne peux pas vraiment gérer ton patrimoine. »« Mon patrimoine a disparu, » râla Béatrice. « Vous avez tout pris. »« Pas tout, » dit Sarah. « Il y avait la maison des Hamptons. La banque l'a saisie, mais ils l'ont mise aux enchères la semaine dernière. »« Qui l'a acheté ?» demanda Béatrice, une lueur d'espoir naissant. « Les Astors l'ont acheté. Dis-moi au moins qu'elle est allée à de bonnes personnes. »« Je l'ai acheté, » dit Sarah. Béatrice eut l'air d'avoir été giflée. « Toi? »« Mais je n'y vis pas, » continua Sarah. « Je l'ai fait raser hier. » Béatrice haleta. « Tu as détruit un monument historique. »« Non, » corrigea Sarah. « J'ai détruit un monument à ta vanité. Et sur le terrain, je construis la maison Maria Conte pour les filles. Ce sera un sanctuaire pour les enfants placés en famille d'accueil. Des filles comme moi. Des filles que tu aurais appelées des déchets. Elles grandiront en courant dans tes jardins, en nageant dans ta piscine et en dormant dans des lits chauds. Ton héritage de cruauté est terminé. L'héritage d'amour de ma mère ne fait que commencer. » Sarah se leva. Elle posa sa main sur la vitre. « Richard ne viendra pas, Béatrice. Il a changé de numéro. Il te reproche tout. Tu es toute seule. » Sarah raccrocha le téléphone. Elle ne se retourna pas en sortant, laissant Béatrice hurler silencieusement derrière la vitre insonorisée. Brooklyn, un restaurant. Richard Montgomery, qui se faisait maintenant appeler Rick, essuyait la graisse du comptoir avec un chiffon sale. « Hé, mon pote, j'attends mon café depuis 10 minutes, » cria un client depuis la banquette 4. « J'arrive, monsieur. »« Désolé, la machine est bloquée, » marmonna Richard, gardant la tête baissée. Il regarda son reflet dans la cafetière en acier inoxydable. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Le stress lui avait fait perdre ses cheveux. Il vivait dans un studio dans le Queens, avec 2 colocataires qui fumaient à l'intérieur. Il se dirigea vers la banquette pour verser le café. Le client lisait le New York Times. En couverture, il y avait une photo de Sarah. Elle coupait le ruban du nouveau foyer d'accueil dans les Hamptons. Stéphane Voulov se tenait fièrement à ses côtés. Le titre disait « La Renaissance Voulov. Comment la nouvelle milliardaire de New York guérit la ville ?» La main de Richard trembla. Du café éclaboussa la table. « Fais attention, idiot !» lança le client. « Mon Dieu, tu ne peux rien faire de bien? C'est pour ça que tu es serveur. » Richard se figea. Les mots résonnèrent dans son esprit. « Tu ne peux rien faire de bien ?» C'est ce que Béatrice disait. C'est ce qu'il pensait de Sarah. Il regarda la photo de son ex-femme une dernière fois. Elle souriait. Un vrai sourire, pas le faux qu'elle portait pour lui plaire. Elle était libre. « Je suis désolé », murmura Richard, bien qu'il ne parlait pas au client. « Je suis tellement désolé. » Il retourna au comptoir, prit un autre chiffon et continua à essuyer les taches, sachant que certaines taches ne partent jamais vraiment. Le domaine Voulov, lac de Côme, Italie. Le soleil se couchait sur l'eau, peignant le ciel de teintes violettes et dorées. Sarah était assise sur la terrasse, un carnet de croquis sur ses genoux. Elle avait recommencé à dessiner, un talent qu'elle avait réprimé parce que Richard disait que c'était une perte de temps. Stéphane sortit avec 2 verres de vin. Il s'assit à côté d'elle, regardant le lac où il avait rencontré Maria toutes ces années auparavant. « Tu lui ressembles » dit doucement Stéphane. « Surtout sous cette lumière. » Sarah ferma le carnet de croquis. « Je me sens comme elle. J'ai enfin l'impression de savoir qui je suis. »« Tu es Sarah Voulov, » dit Stéphane en trinquant avec elle. « Et tu as fait quelque chose de très difficile, ma petite. Tu n'as pas seulement survécu, tu as conquis. Mais dis-moi, est-ce que ça te manque, l'ancienne vie ?» Sarah réfléchit un instant. Elle pensa à l'appartement terrasse, au gala, aux besoins désespérés d'approbation. « La personne que je pensais que Richard était me manque, » admit-elle.
mais la personne que j'ai dû devenir pour être avec lui ne me manque pas. J'aime mieux cette version de moi. Bien, sourit Stéphane. Parce que nous avons un emploi du temps chargé. Demain, nous nous envolons pour Paris. Le conseil d'administration veut rencontrer la nouvelle vice-présidente de Vulkov Industries. Sarah rit. Papa, je ne connais rien au transport maritime. Tu sais repérer un menteur, dit Stéphane, les yeux pétillants. Et tu sais te défendre quand les gens essaient de te priver de ta dignité. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour diriger une entreprise. Le reste, je te l'apprendrai. Sarah regarda l'horizon. Le cauchemar était terminé. Les Montgomery n'était qu'un souvenir, s'estompant comme un mauvais rêve au petit matin. Elle avait son père, elle avait son nom, et pour la première fois de sa vie, elle avait un avenir qui lui appartenait entièrement. Elle prit une gorgée de vin et sourit. « D'accord, papa, dit-elle. Allons à Paris. » Et voilà l'incroyable histoire de Sarah Vulkov, d'une épouse réduite au silence et humiliée à une milliardaire qui a mis toute une dynastie à genoux. C'est un rappel brutal qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur sa situation actuelle. On ne sait jamais qui se tient dans son coin. Beatrice et Richard Montgomery ont appris à leurs dépens que lorsqu'on dépouille quelqu'un de sa dignité, on ne fait peut-être que révéler son armure. Qu'en pensez-vous? Beatrice méritait-elle la prison à vie, ou la perte de sa fortune était-elle une punition suffisante? Et auriez-vous pardonné à Richard si vous étiez Sarah? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de vengeance, s'il vous plaît, explosez ce bouton j'aime, ça aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.